En RDC, les choses se compliquent pour le Premier ministre. L'Assemblée examine une demande de démission de son gouvernement. Sylvestre Ilunga a brillé par son absence à cette session. En Somalie, l'inquiétude a gagné le rang des familles qui ont constaté la disparition de leur fils enrôlé dans l'armée. Serait-il allé combattre aux côtés des forces fédérales en Éthiopie, s'interroge-t-elle. Et puis, le ton monte entre le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca et l'Europe. Le géant pharmaceutique a claqué la porte au cours d'une réunion. Il lui est reproché le retard dans la livraison des vaccins contre le coronavirus. Voilà pour le sommaire de ce journal, bienvenue dans cette édition. En RDC, le sort du gouvernement est en examen à l'Assemblée nationale. Le Parlement a entamé ce mercredi l'étude d'une demande de démission de l'équipe de Sylvestre Ilunga. Le Premier ministre était absent au début de l'examen du dossier. Les détails. En début de séance, une majorité des quelques 333 députés présents, sur 500 au total, s'est prononcée pour l'examen d'une motion de censure visant le gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, un fidèle de l'ancien président Kabila. Le Premier ministre était absent comme la veille quand l'Assemblée avait reporté d'une journée l'examen du texte. La fameuse motion de censure contre mon gouvernement n'est qu'une manœuvre politicienne sans fondement factuel au mépris des exigences de l'état de droit, a écrit le chef du gouvernement dans une lettre au président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Il estime que ce bureau provisoire n'est pas légitime pour examiner une telle motion de défiance. Dans cette lettre disponible sur le site internet de la primature signée par environ 300 députés, cette motion représente une étape cruciale dans le nouvel épisode de la transition politique en République démocratique du Congo qui a commencé le 6 décembre. Ce jour-là, le président Tshisekedi a demandé la fin de la coalition au pouvoir qu'il formait depuis son investiture en janvier 2019 avec son prédécesseur Kabila. Cette coalition était l'élément clé de la transition pacifique du pouvoir entre les deux hommes, la première dans l'histoire du Congo. Au Mali, le Comité national de salut pour le peuple, le CNSP, organe créé par les militaires putschistes, le 18 août dernier, a été officiellement dissous. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avait encore récemment demandé avec insistance la dissolution de cet organe qui renforçait le pouvoir des militaires. Le décret signé par le président de transition Ban Dao et le premier ministre Mokhtar Ouane indique que l'organe formé par les militaires qui ont renversé en août le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été officiellement dissous. Pour rappel, un petit groupe de colonels a renversé le 18 août le président Keïta après des mois de contestation dans le pays, en pleine tourmente sécuritaire et politique depuis des années, et annoncé la création de ce comité pour diriger le pays. Sous la pression de la CEDEAO, ils ont mis en place des organes de transition, présidence, premier ministre et gouvernement, organes législatifs, et se sont engagés à rendre sous 18 mois le pouvoir à des dirigeants civils issus d'élections, sans pour autant annoncer la dissolution du CNSP. L'emprise que les militaires exercent sur la transition ainsi que l'ampleur de la tâche suscitent des interrogations sur le respect de cette échéance. Une mission de haut niveau de la CEDEAO envoyée au Mali a dit le 12 janvier ne pas avoir à ce stade de raison de douter du respect de ce délai, mais elle a une nouvelle fois réclamé que le CNSP soit formellement dissous. Cette dissolution réclamée avec insistance par la CEDEAO intervient la veille de la visite du président Ban Dao à Paris. Le sommet du G5 Sahel aura lieu dans 3 semaines, les 15 et 6 février prochains à N'Djamena. Pour préparer ce rendez-vous, Emmanuel Macron reçoit depuis mi-janvier ses homologues sahéliens. Après Idriss Déby la semaine dernière, c'est au tour du président de la transition au Mali d'être reçu ce mercredi à l'Élysée. Cette visite inattendue est un signal fort envoyé par la France aux nouvelles autorités maliennes. Le président nigérien Muhammadu Buhari a annoncé mardi le remplacement des 4 principaux chefs de l'armée du pays après des mois de grave détérioration de la situation sécuritaire dans le pays le plus peuplé d'Afrique, plus de 200 millions d'habitants. Le chef de l'État a accepté la démission immédiate des chefs de l'armée de l'air, de terre, de la marine et du chef d'état-major et a aussitôt nommé leurs remplaçants. Le nouveau chef d'état-major est le général Léo Irabor. Les nouveaux chefs sont le général Ibrahim Attaïrou pour l'armée de terre, l'amiral Awal Zoubaïrou Gambo pour la marine, le général Isiaka Oladayo Amao pour l'armée de l'air.
Cette décision survient après des mois de pression en sous-main de la présidence sur l'armée. Dans un communiqué, Muhammadu Buhari a d'ailleurs salué leur formidable victoire dans leurs efforts pour apporter la paix au Nigeria, après avoir toutefois essuyé de nombreuses critiques face à la situation sécuritaire du pays. La nouvelle est saluée par les résidents d'un camp de déplacés interne dans la ville de Maiduguri, au nord-est du Nigeria. Nous voulons qu'après l'insurrection, que les personnes déplacées puissent retrouver une vie normale. C'est ce que nous voulons. Nous voulons aller cultiver dans nos différentes localités. Nous sommes fatigués de rester dans les camps de déplacés. Les personnes licenciées n'ont pas amélioré ce que nous, les personnes déplacées, voulons. Ce que nous voulons, ce n'est pas repousser Boko Haram, mais les tuer, pas les repousser, les finir immédiatement, ne pas les repousser à nouveau. Nous répétons ce que nous faisons tout le temps. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas après eux. Nous voulons quelqu'un qui les dévalorise, les termine, les élimine. Le Nigeria, avec quelques 200 millions d'habitants, est confronté à de graves troubles, notamment dans le nord-est du pays, région toujours en proie au conflit contre les groupes djihadistes Boko Haram et État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, qui ont fait au moins 36 000 morts et 2 millions de déplacés. En décembre dernier, après une longue série d'attaques meurtrières et d'enlèvements, le gouverneur de l'État du Borno avait accusé l'armée d'avoir échoué dans sa mission et de ne pas protéger la population civile. L'armée malienne a indiqué avoir neutralisé une centaine de terroristes et capturé une vingtaine dans une opération d'envergure menée conjointement par les armées françaises et maliennes en janvier dans le centre du pays. Au Mali, il s'agissait de chasser l'ennemi hors de ses zones de refuge dans le secteur d'Ouentsa, Ambori, Bolkessi, une région de forêts clairsemées et de brousses surplombées de massifs rocheux où sont implantés des éléments du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Jessim ou Djenim en arabe, une alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. L'armée malienne a, dans un communiqué, précisé que des matériels de guerre ont également été saisis durant l'opération menée du 2 au 20 janvier. Paris avait affirmé la semaine dernière qu'une vingtaine de djihadistes avaient été tués mi-janvier par les militaires français et leurs partenaires locaux dans le nord du Burkina Faso, dans la zone dite des 3 frontières, Burkina, Mali, Niger. Avec Eclipse, les soldats sont vraiment au cœur de la fourmilière, a souligné mardi une source diplomatique occidentale dans la capitale malienne. Paris combat les djihadistes au Sahel avec 5100 hommes déployés depuis 2013 aux côtés des armées du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Tchad, Burkina Faso et Niger. Le chef d'état-major de l'armée malienne a ordonné mi-janvier une enquête sur les circonstances de la mort de 3 djihadistes faits prisonniers pendant leur transfèrement vers un camp militaire. Et plusieurs ONG réclament une enquête indépendante sur une frappe aérienne française près du village de Bounti. Paris espère vraisemblablement que la polémique se sera estompée à l'approche du sommet de N'Djamena les 15 et 16 février, où le bilan de l'opération sera sans doute mis en avant, a déclaré une source onusienne. Des Somaliens seraient-ils allés combattre aux côtés des forces fédérales en Éthiopie? La question se pose dans les ménages où les familles ont constaté la disparition sans explication de leurs fils enrôlés dans l'armée somalienne. Du coup, elles sont inquiètes. Reportage. Plusieurs parmi les soldats dont les familles sont sans nouvelles étaient annoncés pour être en formation en Érythrée. Mais les sources auraient indiqué que c'est plutôt en Éthiopie qu'ils ont été envoyés pour combattre dans la guerre du Tigré. Les familles ont alors entrepris des démarches pour avoir des nouvelles de leurs enfants, mais elles ne sont pas satisfaites. Mon fils Ali Ahmed Zoubaïr, 16 ans, et mon frère Omar Ahmed, 17 ans, sont de très jeunes garçons. On leur a dit qu'ils surveilleraient la prochaine Coupe du Monde au Qatar et qu'en échange, ils recevraient un salaire mensuel de $2000 US avant d'être ramenés dans leur pays. Je ne voulais pas qu'ils soient recrutés comme enfants soldats, mais ils ont été attirés et envoyés à l'entraînement sans mon consentement. Les responsables de renseignement éthiopiens m'ont confirmé avec beaucoup d'inquiétude que le gouvernement érythréen a déployé des soldats en formation somaliens dans la guerre, en précisant qu'ils ne savent pas s'il existe un accord entre les deux pays. Sur cette question, les fonctionnaires ont également déclaré que de nombreux soldats somaliens ont malheureusement été tués sur place.
Les responsables éthiopiens m'ont dit que 370 soldats somaliens ont été tués. Un haut gradé somalien a confirmé à l'AFP que certaines recrues ont été envoyées se former en Érythrée. Mais ces informations à propos de soldats somaliens engagés au Tigré sont sans fondement, affirme-t-il sous couvert d'anonymat. L'affaire suscite l'émotion en Somalie et la pression monte pour expliquer le sort des disparus dans un pays qui se prépare à des élections tendues déjà plusieurs fois reportées. L'ambiance entre le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca et l'Europe se vicie. Le laboratoire a claqué la porte au cours d'une réunion qui le mettait au banc des accusés. Il lui a reproché le retard dans la livraison des vaccins contre le coronavirus. Plusieurs fois déjà, cette semaine, le laboratoire a été entendu sur les reproches de l'Union européenne. Ce mercredi encore, il a été convoqué pour donner des explications sur le retard des commandes passées et qui sont attendues pour être réceptionnées vendredi prochain. Cette fois-ci, AstraZeneca a préféré se retirer. La semaine dernière, c'était une baisse du volume à livrer qui avait fait réagir l'Union européenne. Vendredi dernier, la société AstraZeneca a informé de façon surprenante la Commission et les États membres de l'Union européenne qu'elle avait l'intention de fournir dans les semaines à venir un nombre de doses considérablement inférieur à celui convenu et annoncé. Ce nouveau calendrier n'est pas acceptable par l'Union européenne. Bruxelles conteste les explications fournies par le PDG du groupe, Pascal Soriot, dans un entretien donné mardi à plusieurs quotidiens européens et dément notamment le principe de réserver au Royaume-Uni la production des usines britanniques. Dans le contrat de précommande conclu par l'UE en août portant jusqu'à 400 millions de doses du vaccin AstraZeneca Oxford, il est mentionné que les sites de fabrication britanniques étaient une option pour l'Europe, mais seulement plus tard, précise le Français. Dans un passage publié par le quotidien italien La Repubblica, le patron insiste: « Nous ne sommes aucunement engagés auprès de l'UE, ce n'est pas un engagement contractuel. On a dit, on fera de notre mieux, mais sans garantie de réussir. » Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.